Eh bien, on va commencer. Wow, c'est fort. Bonjour à tous. Je prends le micro, c'est juste pour la captation vidéo. N'ayez pas peur. Donc, si vous avez des questions, il faudra parler dans le micro, il faudra lever la main pour qu'on puisse venir vous voir. C'est la petite consigne. Bienvenue à tous pour cet atelier Data Lab Énergie dans le cadre du Salon de la Data. Je m'appelle Simon Boisserve, je travaille à la Technopole de Nantes Atlampol. Je suis en charge du développement de la filière numérique et des partenariats. Et donc je suis présent aujourd'hui avec Enedis. David Le Chenadec, Vincent Courru, ils se présenteront tout à l'heure. Vincent Huré de Nantes Métropole et puis Nicolas Well, Interactive Data Light, qui nous fera un petit retour d'expérience sur son projet d'innovation. Donc on est ensemble pour une petite heure et demie sur un atelier qui va se découper en deux parties. Une première partie qui sera un peu plus descendante en fait en termes de prise de parole. Enfin, vous allez surtout nous écouter en fait. Donc pour une présentation du dispositif Data Lab Énergie. Et puis une deuxième partie où vous allez être beaucoup plus actif, puisqu'on a voulu en fait cette deuxième partie sous forme d'atelier participatif où vous allez pouvoir vous exprimer autour de la problématique que l'on va vous exposer tout à l'heure. J'ai oublié ma télécommande. Alors juste avant en fait, avant de commencer, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on puisse un peu mieux vous connaître en fait, qui vous êtes. Alors comme on est super nombreux et qu'on n'a qu'une heure et demie, en fait, vous n'allez pas tous vous présenter, ça va être un peu trop compliqué. Et donc j'ai préparé quelques petites questions et puis vous pouvez lever la main pour nous dire, enfin voilà, pour qu'on puisse un peu mieux vous cerner puisque les gens s'inscrivent sur le salon, mais on ne sait pas qui participe aux ateliers. Voilà. Alors j'ai mes petites questions. Combien d'entre vous viennent d'entreprises en fait? Ok, très bien. Entreprise dans le domaine du numérique? Éditeur, société de services, d'accord. Est-ce qu'il y en a qui sont spécialisés dans l'énergie? Ok. Producteur d'énergie? Performance énergétique, il y a un producteur d'énergie là-bas, c'est ça, non? D'accord. Très bien. Je continue. Est-ce qu'il y a des institutionnels, acteurs publics? Ok. Métropole? Région? Département? Ouais, bon, d'accord, très bien. Et vous êtes spécialisé plus dans le domaine de l'énergie ou pas du tout? Non? Devant, non? Pas forcément. Autour des données, quoi, en tout cas. Ok. Je continue. Est-ce qu'il y a des académiques dans la salle? Des chercheurs? Non? Il n'y en a pas, d'accord. On oublie. Des particuliers, citoyens sur cette thématique-là? Non? Alors, je ne sais même pas si le salon de la data était ouvert au grand public. Non? Si? Mais il n'y en a pas dans la salle. D'accord, on est entre professionnels, c'est formidable. D'accord. Et dernière question, pourquoi est-ce que vous êtes venu ici, à cet atelier en particulier? Est-ce que vous êtes dans la découverte de ce qu'est le Data Lab Énergie? Ouais, vous pouvez lever la main. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce dispositif Data Lab Énergie? Ce matin, ouais, d'accord. Est-ce que vous avez des attentes particulières ou des projets précis autour justement de ces données de consommation? Ok, d'accord, ouais, très bien, super. Bah écoutez, merci beaucoup. Ça nous permet de voir un peu plus clair de qui vous êtes. Et puis tout à l'heure, vous pourrez bien sûr vous exprimer. Ça, c'était Faisons connaissance. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, je vais vous parler 2 minutes de ce qu'est le Data Lab Énergie, du dispositif, et plus précisément de son origine. Tu peux passer, Nicolas, merci. Alors, Data Lab Énergie, c'est un dispositif qui s'est construit, en fait, dont l'origine remonte à 2015. Son objectif aujourd'hui à ce Data Lab Énergie, en fait, c'est de créer, d'expérimenter des nouveaux services numériques, entre autres, qui utilisent des données à destination des particuliers et pour les entreprises, et aussi pour optimiser les politiques publiques. Donc l'idée, c'est d'utiliser ces données de consommation, de les valoriser
pour justement créer en fait des nouveaux services qui permettront d'améliorer le quotidien des particuliers, d'optimiser des politiques publiques. Alors notamment, c'est pour ça qu'on travaille entre autres avec Nantes Métropole, mais tout ça est très ouvert. Et puis également les entreprises qui ont besoin en fait, par exemple, d'optimiser leur consommation d'énergie, mais pas que. Voilà l'origine, en fait, l'objectif, pardon, de cette plateforme et de ce dispositif DataLab. Alors c'est un travail qui remonte en 2015, qui est un petit peu sous ce format-là, où on a, du côté d'Atlampol, monté des groupes de travail sur les questions de valorisation des données, pour identifier en fait et répondre à plusieurs questions. Est-ce qu'il y a des opportunités économiques autour des données? Si oui, lesquelles? Est-ce qu'il y a des dispositifs à mettre en place pour encourager justement l'utilisation de ces données? Et puis, est-ce qu'il y a des expérimentations à conduire? Et donc, on s'est, grâce à certains échanges, je veux bien que tu passes, notamment avec toutes ces structures, alors il y en a d'autres, hein, mais ça c'était les principales, on a identifié un besoin qui était d'avoir accès en fait, à un certain nombre et typologie de données de consommation, que ce soit public, privé, pour justement notamment développer des services. Alors on pense, vous avez peut-être entendu parler à Cos Energy sur notre territoire, qui fait du monitoring de consommation de production d'énergie éolien. Vous avez, comment il s'appelle, EP, anciennement Énergie Perspective, qui travaille énormément autour de la valorisation des données dans la rénovation du bâtiment. COS, pas COS, le thermostat Kivivo. Donc voilà, toutes ces entreprises, on a travaillé avec elles et justement, on a identifié un certain nombre de besoins d'accès à ces données. Donc aujourd'hui, en fait, le dispositif DataLab Énergie s'insère dans un écosystème en fait, qui se développe notamment sur notre métropole. C'est un projet qui est soutenu dans le cadre d'un dispositif européen qui s'appelle Mass Smart Life. On est en lien également avec le dispositif Nantes City Lab qui encourage en fait toutes ces initiatives et qui sont là pour accompagner les porteurs de projets. Vincent Huré pourra nous en dire quelques mots tout à l'heure. Et donc le DataLab Énergie, c'est à la fois une plateforme sur laquelle en fait, on va pouvoir accéder à des données de consommation, mais c'est aussi un dispositif d'animation que l'on met en place tous les trois pour l'instant, nos trois structures, Enedis, Nantes Métropole, Atlampol, pour justement aller chercher des besoins, des projets et faire évoluer en fait notre plateforme DataLab. Et donc aujourd'hui, en fait, on répond à cette problématique d'identifier, d'aller vous questionner pour identifier des nouveaux projets et faire évoluer notre plateforme. Voilà pour le DataLab Énergie dans le contexte. On va rentrer maintenant dans le détail. Ça vous convient? Ok, super, merci beaucoup. Je laisse la parole à Vincent Coru d'Enedis, qui va replacer un petit peu le DataLab Énergie dans son contexte, je dirais, de plateforme qui existe déjà ou de dispositif qui existe. Oui, on peut passer au support suivant. Allons-y. Ouais. Voilà, donc en fait, un petit rappel des dispositifs existants mis en place par Enedis et d'ailleurs qui se sont mis en place au fur et à mesure depuis le lancement du DataLab. Tout n'existait pas il y a 2 ans quand on a commencé à évoquer le DataLab Énergie. Donc on a, nous, à Enedis, mis en place une plateforme Open Data qui s'est enrichie de nombreux jeux de données. Aujourd'hui, on en a 23 qui sont disponibles, accessibles de tous et qui permettent d'avoir accès à un certain nombre de données de différentes natures que je peux citer. Donc en fait, on a par exemple le panorama des installations de production. Je pense que c'est intéressant, des installations raccordées en nombre et en puissance et les demandes de raccordement. Et voilà, c'est un exemple, ce qui permet de voir la dynamique de raccordement des installations sur le territoire. De voir comment ça évolue dans le temps, le PV, l'éolien, le photovoltaïque. Voilà. Des informations autour des consommations par secteur et par filière, et également des données autour de la production. Ensuite, d'autres jeux de données relatives à la qualité de fourniture, à des jeux de données qui sont plus liés à la transparence de nos activités, autour de
comment dire, la reconstitution des flux. On opère ce type de service pour les fournisseurs et on le met à disposition des différents acteurs de manière complètement transparente. Voilà. Donc c'est amené à s'enrichir au fur et à mesure. Je parlais des données de consommation et de production parce que je pense que c'est au cœur du sujet. Et on va vers des données de plus en plus fines. Aujourd'hui, on va sur des mailles régionales, EPCI et mailles IRIS, sur ces jeux de données-là. Voilà. On a d'autres dispositifs qui sont mis en place, qui permettent à différents acteurs d'accéder à des données au point de livraison, des données de clients. Et on a un dispositif qui s'appelle Data Conso ELEC, qui permet à un acteur tiers qui souhaite accéder aux données d'un client par envoi de mail. En fait, il nous transmet la demande et on lui envoie les données à partir du moment où il a le consentement du client. Mais charge à lui d'aller démarcher le client, de le trouver, de le démarcher, d'obtenir son consentement pour après nous demander ses données. Nous, on a mis le service en place qui permet, s'il a le consentement du client, de l'obtenir. Une plateforme qu'on appelle plateforme SGE qui, là, lui permet de s'abonner à des flux réguliers, quotidiens. Voilà. Si effectivement il a démarché un client, il l'a trouvé et puis il obtient les données. Voilà. Donc ça, c'est en place, c'est industrialisé. Voilà. Sur le compteur lui-même aussi, on a la possibilité, ceux qui le souhaitent, de développer des dispositifs qui viennent se brancher sur le compteur pour capter la donnée en direct et en temps réel. Voilà. On s'aperçoit que pour faire ça, ça nécessite potentiellement pour les startups, les acteurs qui le souhaitent, à démarcher des clients, à les instrumenter, potentiellement dans ce cas-là, sur le compteur, pour commencer à capter les données, pour après faire des traitements, des services, etc. D'où l'idée qu'on a eue, la réflexion qu'on avait eue en participant à des ateliers d'animation organisés par Atlampol, qui nous disait, bon, nous, on aimerait innover, etc., mais si on pouvait directement avoir accès à un certain nombre de données, ça nous faciliterait quand même beaucoup le travail. Voilà. D'où le fait qu'on a complété le dispositif, c'est en expérimentation, Data Lab, mise à disposition de données. Donc on a identifié, on s'est retourné vers la métropole et on s'est dit, ben, vous avez des bâtiments publics, pourquoi ne pas donner accès aux données de consommation électrique d'un certain nombre de bâtiments, voilà, ou d'éclairage public, voilà. Et c'est ce qu'on a fait au travers du projet Data Lab qu'on va détailler. Voilà. On a dans le scope également un dispositif qui s'appelle Enedis Data Connect, qui est un recueil de consentement dématérialisé. Parce que là, les services pour accéder aux données des clients, c'est quand même, a priori, on demande au tiers qui va accéder aux données d'avoir le consentement du client. On peut le vérifier et le consentement se fait sous forme papier finalement et pas dématérialisé. D'où l'idée qu'on est en train de concevoir quelque chose qui nous permet comment dire, faire du recueil de consentement dématérialisé, qui est en cours de test et qui aura vocation à être généralisé. Voilà. Merci Vincent. Si vous avez des questions, on pourra les poser juste après. Donc comme vous pouvez le voir, DataLab, ça s'insère dans pas mal de dispositifs qui existent déjà, qui se développent et qui est assez complémentaire. Alors, on vous en a beaucoup parlé de DataLab. Et là, je suppose que vous vous posez toujours la question, mais c'est quoi ça se matérialise comment? C'est la réponse qu'on va vous apporter maintenant avec donc David et Vincent. Vous allez nous présenter c'est quoi cette plateforme, quelles sont les données qui sont disponibles aujourd'hui, sous quelles conditions elles sont disponibles, et on vous parlera d'un projet après qui a expérimenté justement les données de cette plateforme. Bonjour à tous, je suis David Le Chenadec, je m'occupe du numérique et de l'innovation pour Enedis en Pays de la Loire, et du coup je m'occupe de ce projet DataLab qu'on a lancé fin d'année dernière. Donc comme le disait tout à l'heure Simon, l'objectif essentiel de ce dispositif, de ce projet, c'est vraiment d'aller chercher les services innovants qu'on va pouvoir bâtir sur les données. Donc on essaye au maximum de s'abstraire de la couche de complexité
au niveau de la captation des données, du stockage des données, de la mise à disposition des données, pour aller très rapidement inventer de nouveaux services. Donc c'est comme ça qu'on a bâti ce projet. Donc pour bien le comprendre, je remets en situation un petit peu les différents acteurs. On a un distributeur d'électricité, Enedis, qui va capter de la donnée sur le terrain. Pour cela, on a une source de données qui est majeure et qui est un petit peu emblématique, que vous connaissez, sur les compteurs connectés, notamment Linky. On déploie 35 millions de compteurs connectés sur le territoire. Donc on capte ces données. Ces données, elles sont à la main ou elles dépendent de la responsabilité de l'utilisateur qui est derrière le compteur, donc des particuliers, des entreprises, des collectivités locales. Et ce sont ces utilisateurs qui donnent l'autorisation d'utiliser leurs données pour produire des services, si possible des services innovants. Donc dans le cadre de ce projet-là, on s'est allié à la métropole de Nantes, qui dispose d'un parc de bâtiments assez vaste, assez varié, qui va nous permettre, sur la base des données de consommation de ces bâtiments, de créer des services au profit des enjeux de la métropole. Et enfin, parce que tout seul, Enedis, on ne s'est pas inventé tous les services qui feront la transition énergétique. Clairement, on a besoin de s'appuyer sur un écosystème de fournisseurs de services, de start-up, d'acteurs innovants, qui, à partir de ces données, vont inventer des services qu'on n'a même pas imaginés. Et donc, de ce côté-là, clairement, tout est à inventer. Donc, la troisième brique du projet, c'est clairement l'animation d'un écosystème, la découverte de ces acteurs innovants. Tout l'enjeu du projet, c'est de faire en sorte d'aller trouver le plus facilement possible des services innovants grâce à ces acteurs. Peut-être un mot, Vincent, des enjeux pour la métropole d'aller détecter de nouveaux services. Oui, alors donc côté Nantes Métropole, Vincent Huret, je travaille au pôle énergie à Nantes Métropole. L'objectif était multiple au départ du projet sur le Data Lab. Là, ce que l'on va vous présenter, c'est une première façon d'adresser le problème. En fait, on s'attaque à ce qui va dire, est le plus facile pour nous, c'est d'exposer des données énergétiques, des points de consommation que l'on maîtrise, nous, à Nantes Métropole, de nos propres équipements, donc des bâtiments, de l'éclairage public, ça peut être d'autres choses, et à travers un canal que nous met à disposition Enedis, qui est la plateforme en elle-même. Après, il y a d'autres axes, on a conscience autour des données énergétiques qui sont également importants de travailler. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui en tout cas de l'exposé qui va suivre là immédiatement, peut-être des questions et de l'échange que l'on aura par la suite, autour des données territoriales sur la consommation énergétique, comment demain des données peuvent être mises à disposition à un agrégat suffisamment gros pour pouvoir être anonymisé et en même temps suffisamment fin pour pouvoir dire quelque chose du territoire et pouvoir guider notre politique énergétique. Ça peut être aussi demain, comment on pourra travailler peut-être la mise à disposition avec Enedis sur la structure du réseau qui permet à des producteurs d'énergie de plus facilement s'intégrer, notamment d'intégrer les moyens de production d'énergie renouvelable. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait l'objet de ce qui va suivre. C'est vraiment centré autour des consommations énergétiques de nos propres équipements, sur lesquels concernant lesquels, avec un seul consentement, en l'occurrence celui de la métropole, on peut mettre à disposition, dans l'absolu, mais ce n'est pas encore tout à fait dans les limites actuelles de la plateforme, mais plusieurs milliers de points de consommation dont les données de consommation pourraient transiter par la plateforme. Je dis plusieurs milliers, aujourd'hui ce n'est pas encore la jauge dans laquelle on est, mais ça c'est l'objet de ce qui suit qui va être exposé par David. Donc rentrons dans le vif du sujet avec un petit peu de mise en situation. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble la plateforme aujourd'hui. Donc voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure, tout l'enjeu c'était de masquer la complexité, d'aller chercher très rapidement les usages. Donc pour atteindre cet objectif, on a mis en place assez rapidement une plateforme, puisqu'on s'est appuyé sur les services d'Open Data Soft pour cela, qui propose d'ailleurs la plateforme qui permet à Enedis de mettre à disposition ces données Open Data en ligne. Là, la grosse différence par rapport à l'open data, c'est qu'on a les données de consommation des équipements de la métropole qui ne sont pas en open data tant que la métropole ne l'a pas encore décidé. Donc tout l'enjeu ici, c'était de pouvoir mettre en relation des données et des fournisseurs de services avec à chaque fois le contrôle de la métropole qui décide en échange de quel type de service par rapport à ces enjeux de politique publique, elle va mettre à disposition ces données. Donc la plateforme, elle ressemble à ça aujourd'hui. Il y a 4 jeux de données qui sont disponibles. Il y a
la consommation surfacique, donc la consommation divisée par la surface du bâtiment, la consommation par jour pour les compteurs connectés, la consommation par an pour les compteurs non connectés. Donc, on n'a pas encore déployé tous les compteurs Linky. On a un certain nombre de compteurs qui ne sont pas encore connectés. Ça permet de mettre en évidence aussi l'apport de valeur du compteur connecté. Les compteurs non connectés, on a 2 points par an. C'est le releveur qui passe tous les 6 mois pour aller écrire l'index de consommation, le niveau de consommation. Grâce au compteur connecté, on a désormais 1 point toutes les 30 minutes, donc 2 points par heure. On passe de 2 points par an à 2 points par heure. Donc on a évidemment un jeu de données qui est beaucoup plus riche avec la courbe de consommation des compteurs connectés. Et puis on a un autre élément qui est important, c'est la courbe de charge. Donc la courbe de charge, c'est l'évolution de la puissance qui est appelée sur le réseau dans le temps. Donc il y a la consommation et la puissance. Donc grâce à la plateforme, on peut dans un premier temps visualiser ces consommations. La finalité, c'est bien d'aller chercher des usages de la part des fournisseurs de services. Mais pour atteindre cet objectif, il faut que les fournisseurs de services, qui ne sont pas forcément des spécialistes des données de consommation électrique ou de l'énergie d'ailleurs de manière générale, puissent se faire une représentation de ces données. Donc on fournit un niveau de service minimum qui est appréhender les données pour comprendre de quoi il s'agit. Donc dans les niveaux de représentation, par exemple, si on prend la courbe de charge, on a évidemment un tableau relativement brut et abscon de l'ensemble des données disponibles. Donc c'est un jeu de données relativement classique. On a une représentation cartographique. Donc l'objectif ici, c'est de représenter l'ensemble des points, des compteurs connectés sur la métropole. Donc il faut aller pour cela chercher ici un jeu de données. On va prendre la courbe de charge, sélectionner. Donc ici, on voit tous les compteurs connectés qui sont pour l'instant reliés à la plateforme. Donc on n'a pas tous les équipements de la métropole, on y va progressivement. Et ça permet déjà de, pour les gestionnaires de parcs de la métropole, d'avoir une idée de quels sont les équipements qui sont disponibles sur la plateforme. Et quel aussi est par ailleurs l'état de déploiement, par exemple, des compteurs connectés sur le territoire. Ça va être vraiment de géographiser l'information. C'est un premier niveau de visualisation que l'on fournit. Après, un deuxième niveau qui est un petit peu plus concret pour l'exploitation des données, c'est je sélectionne un point de livraison. Donc là, on a tous les numéros des compteurs. Hein. Ce qu'on appelle le point de livraison, c'est le numéro du compteur. Et je peux... oups, c'est ça. Je peux encore de la même manière aller tracer l'évolution de la puissance pour un compteur ou un ensemble de compteurs. Donc là, on rentre vraiment dans la donnée brute. Donc là, on voit encore l'intérêt de la plateforme qui est de comprendre finalement la donnée qu'on va manipuler, qu'on va chercher à exploiter pour produire un service, de quoi il s'agit. Donc là, on a l'évolution de la consommation d'un ensemble de points de la métropole dans le temps. Et on peut un petit peu zoomer pour voir de quoi il s'agit. Donc ça ressemble à ça pour ce point de livraison en particulier. Je n'ai pas regardé tout à l'heure de quel point il s'agissait. À partir de là, on peut appréhender la finesse de la mesure et aussi imaginer des services. Par exemple, on se rend compte que finalement, en fonction de la courbe de charge, on pourrait chercher à identifier de quel bâtiment il s'agit. Bon, là, c'est la métropole qui gère son parc, elle connaît les bâtiments, ça n'a pas un enjeu gigantesque. Par contre, une fois qu'on a identifié, par exemple, une courbe de charge, une évolution de la puissance un peu typique pour un type de bâtiment, admettons une piscine, par exemple, ou un éclairage public. Un éclairage public, c'est facile, c'est éteint toute la journée, ça s'allume toute la nuit, et c'est éteint toute la journée du lendemain. Donc à partir de là, on connaît des signatures de consommation qui sont typiques. Et on se rend compte que pour chaque catégorie d'équipement, à partir de la signature, on peut identifier peut-être des écarts avec un fonctionnement normal.
Donc on pourrait chercher, grâce à cette courbe de charge, un exemple, c'est d'aller identifier une anomalie de la consommation, par exemple d'une piscine qui se met à chauffer la nuit alors que c'est pas normal. C'est un exemple parmi d'autres. Donc nouvelle fonctionnalité de cette plateforme, la représentation graphique. Évidemment, il s'agit vraiment d'un moyen pour appréhender les données. La finalité, c'est réellement d'aller mettre les données à disposition d'un fournisseur de services. Donc le cœur de la plateforme, en réalité, il se situe au niveau 1 pour chaque jeu de données du partage. Donc il y a export et API. Donc, on va commencer par les API. Donc évidemment, le cœur de la plateforme, il est ici. C'est comment on fait pour mettre à disposition les données de la manière la plus simple possible et la plus intégrée dans un service qui sera fourni par un tiers. Donc la plateforme, de manière native, permet d'accéder aux données via un jeu d'API qui est par ailleurs documenté ici. Ça, c'est clairement la valeur ajoutée principale. C'est indispensable de fournir à la fois le jeu d'API et à la fois les informations qui vont avec, parce qu'on se rend compte que nous, on connaît relativement bien notre métier, on sait qu'est-ce qu'on mesure exactement. Un fournisseur de services, c'est pas forcément évident qu'il sache par nature quelle est vraiment l'essence de la donnée qu'il va manipuler. Et on s'est rendu compte, par exemple, sur un projet il n'y a pas très longtemps, où quelqu'un qui voulait exploiter ces données-là voulait rendre les données compatibles avec un autre format, qui était SensorSings, pour ceux qui connaissent, qui est un format standard. Et pour rendre compatible ces données avec un autre format, il faut pouvoir mapper les données, c'est-à-dire que chaque champ le redirige vers un champ du nouveau format. Et pour ça, il faut avoir vraiment une connaissance fine de la donnée qu'on mesure. Donc il ne suffit pas de mettre à disposition les données, encore faut-il être clair sur quelle est la nature des données qu'on met à disposition, d'où l'intérêt de bien documenter ces jeux de données. Et puis pour des utilisations peut-être un peu plus expérimentales, moins industrielles, on peut exporter les données sous des formats plus classiques, CSV, JSON et encore Excel. Et également, on peut exporter les données sous un format géographique. Voilà pour les fonctionnalités de la plateforme que je voulais vous montrer. Je rajouterai une dernière chose. Dans ce projet, on s'attache également à creuser le fait qu'à chaque fois, on donne la main, on pourrait dire au propriétaire de la donnée, à celui qui est derrière le compteur, on lui donne la main sur qu'est-ce qu'il va faire des données et à qui il va les mettre à disposition. Donc il y a une autre couche de service ici sur la plateforme à laquelle on accède via le back-office, que je vous montre en tant que fournisseur de service, ça ne vous intéressera pas, mais pour comprendre le principe de la plateforme, ça va vous intéresser, qui permet pour chaque utilisateur de la plateforme, gestionnaire de parc, de pouvoir contrôler à chaque fois en temps réel quels sont les utilisateurs de la plateforme qui accèdent au service. Et donc ce qu'on a ici, on a une liste de testeurs et de bénéficiaires. Ce qu'on a ici, c'est à terme, c'est les fournisseurs de services. Donc on a une liste de fournisseurs de services et à chaque fois, pour chaque fournisseur de service, en fonction de sa valeur ajoutée au projet, on lui donne accès à tout ou partie des données et sur un laps de temps qu'on aura déterminé. Donc cette plateforme permet de piloter pour l'utilisateur la mise à disposition des données à des tiers, et c'était aussi une couche de service qui était essentielle. Je suis allé un petit peu vite, c'est parfois un petit peu technique. Est-ce que vous avez des questions après cette démonstration ? Non. Non, aucune question ? Si. J'aurais une question, notamment sur donc, vous parlez de la notion de documenter les jeux de données. Juste, vous n'avez pas fait voir l'onglet information. Vous expliquez pas plus d'où vient la donnée ou elle se suffit elle-même, notamment les champs. Qu'est-ce que peut représenter un champ? Je pose la question.
pour ce jeu, c'est pas à jour, mais l'objectif c'est pour chaque champ, parce qu'en fait, si on regarde ici, donc ça c'est la donnée brute, c'est le jeu de données, en fait c'est le tableau de données, et l'objectif de la page information, c'est à chaque fois d'aller expliquer à quoi correspond chaque colonne, en fait, chaque champ de données. Oups. Chaque champ de données. Et donc, par exemple, quelque chose qui est loin d'être évident, un champ adresse qui paraît relativement simple à comprendre, il peut avoir plusieurs significations. Ça peut être l'adresse du bâtiment qui est alimenté par tel compteur électrique. Ça peut être l'adresse où se situe aussi le compteur électrique, qui peut être dans un bâtiment annexe. Ça peut être aussi, on peut imaginer aussi avoir plusieurs compteurs sur une même adresse. Donc l'information d'adresse n'est pas forcément une information unique. Donc ça, c'est autant de niveaux d'information qui sont essentiels pour celui qui va l'exploiter. Donc là encore, on cherche à être au maximum transparent sur quel est le sens de chaque donnée. Donc là, c'est un exemple pour la donnée d'adresse. Pour la donnée de consommation aussi, on explique que, par exemple, la courbe de charge, ça va être la puissance à pas 30 minutes, c'est-à-dire c'est la puissance moyenne sur les 30 minutes qui précèdent. Ce qui n'est pas forcément évident aussi quand on voit l'information. Mais là encore, en fonction du service qui sera fourni par l'acteur innovant en bout de chaîne, ça peut avoir une importance pour lui d'avoir ce niveau d'information. Et ça, quelque part, c'est quelque chose aussi qu'on cherche à enrichir avec un contact qui est gardé avec le fournisseur de service pour bien comprendre son besoin. J'espère que ça répondait à votre question. Eh bien, on va passer à la suite. Je vais donner la parole à Nicolas Well d'Interactive Datalight. Donc, Interactive Datalight est une entreprise qui a développé un projet autour justement de ces données. Donc, c'était cette année, en tout début d'année. Ils ont participé à ce projet-là dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle CADO, qui était piloté par le pôle de compétitivité Image et Réseau, qui était un premier appel à projet qui a permis en fait de faire connaître en fait notamment cette plateforme et d'initier un premier test, une première expérimentation avec une vraie entreprise, avec un vrai projet qui utilisait ces données. Voilà. Et juste, je vous fais circuler en parallèle une petite feuille d'émargement pour mettre votre coordonnée si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Nicolas Well, porteur de projet Interactive Datalight. Donc le cas pratique de cet après-midi, ou comment est-ce qu'un réseau d'entrepreneurs local à Nantais arrive à trouver des partenariats avec Nantes Métropole et Enedis pour apporter un service sur de la donnée. Donc Interactive Datalight, pour le fond du projet, donc c'est une solution de luminaire d'éclairage public intelligente et à analyse d'environnement, qui cherche à challenger un petit peu le statu quo de l'éclairage public actuel en explorant deux de ses gros potentiels, les économies d'énergie et la Smart City. Je vais insister sur les économies d'énergie aussi, aujourd'hui, parce que c'est vraiment le cœur du sujet. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on s'appuie sur les besoins de rénovation du parc lumineux à Nantes, en France, un petit peu partout sur le territoire, où on dispose aujourd'hui d'approximativement 9,5 millions de points lumineux sur le territoire français qui coûtent 2 milliards d'euros annuels à la collectivité française en termes de déploiement de nouveaux réseaux, de rénovation du réseau existant et de consommation d'énergie. C'est à peu près 455 millions d'euros de factures électriques. Nantes est à 5,7 millions d'euros d'électricité annuelle, je crois. Donc on s'appuie sur ce besoin de rénover en se disant, est-ce qu'on va enlever une ampoule sodium haute pression pour mettre une LED? Ok, c'est très bien, mais on reste uniquement dans la capacité monofonctionnelle de l'éclairage du mobilier urbain. Par mobilier urbain, j'entends lampadaire. Et en fait, on s'appuie là-dessus et on dit, ok, on va mettre des technologies dernière génération pour contribuer à la réduction des dépenses d'énergie, mais on va aussi le coupler avec tout un tas d'autres fonctions, notamment de l'intelligence qui va déclencher l'allumage au passage des usagers. Donc ça, c'est des choses qu'on voit relativement régulièrement maintenant.
Et on embarque d'autres systèmes de capteurs qui nous permettent de capter des données d'usage sur l'espace public au travers du lampadaire. C'est-à-dire qu'en mettant notre luminaire en haut du mât, on en met une série et on a un objet qui est capable de capter des informations sur le nombre de véhicules qui passent, l'occupation des places de stationnement, les pistes cyclables, les piétons, et surtout la consommation d'énergie. Parce qu'aujourd'hui, on se positionne avec une durée d'éclairage moyenne annuelle en France qui est de l'ordre à peu près de 4200 heures par an. Et aujourd'hui, on se dit, mais si on fait de l'éclairage à détection, où en fait le flux est à, je sais pas, 50% de sa capacité lorsqu'il n'y a personne pour réduire justement ses consommations d'énergie, et qu'on monte à 100% quand quelqu'un passe pour assurer sécurité et visibilité, comment est-ce qu'on est capable de quantifier la dépense énergétique et le budget qui va en face? Bien, c'est ce qu'on fait avec Interactive Data Light. Vous avez sur cette slide, en fait, dans le rectangle bleu, le nombre de luminaires connectés. Dans le rectangle mauve, la durée d'allumage réelle, c'est-à-dire à 100%. En orange, la quantité d'énergie consommée. Et en vert, le budget qui s'y rapporte. Ça, c'est le matériel lui-même qui mesure sa propre consommation d'énergie en autonomie. Et ensuite, on arrive avec le partenariat Nantes Métropole Enedis, où on s'appuie sur le Data Lab et sur l'accès aux consommations d'énergie des points de livraison, et on met en comparaison les deux. Et on est capable de dire, bon, bah, en 2017, l'éclairage public traditionnel sur cette zone a consommé tant de kilowattheures, soit tant de centaines de milliers d'euros de budget à mettre en face. Et Interactive Data Light, sur la même zone, a mesuré réellement tant de durée d'allumage et donc à consommer tant de kilowattheures et donc à coûter tant d'argent en termes de facture. Et en fait, on est capable de donner de la visibilité sur ces économies d'énergie, donc sur le potentiel qu'on a de mieux, on va dire, adapter la consommation d'énergie de l'éclairage public et sur les économies en termes de budget accessible. C'est aussi un outil, donc ce tableau de bord, là, on vous présente uniquement la partie énergétique aujourd'hui, mais dedans, on a intégré toutes les questions de flux, le nombre de véhicules qui passent, la vitesse moyenne des automobilistes, les piétons. Ce sont des choses que l'on capte anonymement. On protège évidemment les gens qui passent dans la rue, et c'est pour nous un outil que l'on met à disposition de la collectivité. Une fois que la collectivité, elle est... En fait, je vais le faire dans l'autre sens. C'est imaginons que la collectivité a envie de réfléchir à l'indice de vitesse sur une rue, ou au nombre de places de stationnement, ou à l'aménagement d'une piste cyclable. Aujourd'hui, les dispositifs mis en place sont soit des dispositifs mécaniques, les câbles qui traversent la route pour comptabiliser le nombre de voitures, ou des personnes physiques qui vont se positionner dans la rue pour faire des métrés, des mesures. Aujourd'hui, on cherche un petit peu à accompagner ce processus-là, à l'automatiser, à le simplifier. Comme ça, le jour où la collectivité a vraiment envie de se pencher sur la question du réaménagement d'un boulevard, d'une rue, elle a ces données à disposition et elle sait si les abords sont bien dimensionnés, si les passages piétons sont au bon endroit, si l'indice de vitesse est correct, si la piste cyclable est suffisamment bien dimensionnée, s'il y a assez de places de stationnement. Tout ça, là, en réserve. Et ça permet de valoriser déjà d'une part son parc d'éclairage public qui lui sert à autre chose qu'à éclairer la nuit. Et ensuite, ça lui permet vraiment de répondre très justement et très finement aux attentes en termes d'aménagement urbain, périurbain, ruraux par rapport aux données d'usage qu'elle a collectées en amont. Pour revenir à l'éclairage public, David vous le présentait tout à l'heure, on a accès à déjà plusieurs points Linky qui équipent les armoires électriques d'éclairage public. Et nous, on cible ces zones-là, on cible évidemment les plus énergivores, celles qui consomment le plus d'électricité, et on estime que ce sont, pour nous, quand j'entends nous, c'est Enedis, Nantes Métropole, Interactive Data Light, les zones prioritaires pour le déploiement de nouveaux matériels, que ce soit le nôtre ou pas le nôtre, mais en regardant les courbes de charge des différents points, on va s'apercevoir qu'il y en a qui consomment plus ou moins que d'autres, du fait de la technologie, du fait de la durée d'allumage, et que ce soit pour nous les zones prioritaires à aller équiper avec du matériel innovant pour faire une première phase d'économie d'énergie. Et j'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Alors merci.
Moi, j'ai une question en fait. Ces données, donc vous y aviez accédé, vous avez accédé par la plateforme qu'on a présentée tout à l'heure. En 2 mots, le processus, vous étiez dans le cadre d'un appel à projet, mais comment ça s'est passé en fait? Vous avez dû présenter votre projet, le défendre, avoir le consentement de Nantes Métropole, ou comment ça s'est passé? La genèse. Alors, on est arrivé avec au départ 2 entreprises face au service EPIS de Nantes Métropole, donc le service éclairage public innovation, avec un projet d'éclairage intelligent. Et Nantes Métropole nous a accompagnés vers des processus d'appel à subvention, un processus qui s'appelle le cadeau, dont vous avez peut-être entendu parler. Et dans le cadeau, c'est la réponse à une thématique spécifique. En l'occurrence, ici, ça devait être la ville intelligente, avec 2 sponsors. Et les sponsors, alignement d'étoiles parfait, c'était Nantes Métropole et Enedis. On a remporté le cadeau, donc on a été lauréat, on a été subventionné, ce qui nous permet de vous présenter tout ce travail aujourd'hui. Et c'est là où la boucle Enedis Nantes Métropole Interactive Data Light s'est créée, avec, pour avoir accès au tableau de bord présenté tout à l'heure par David, une forme de contractualisation qui nous engage, nous, dans la façon dont on utilise les données pour tout simplement que le service soit opérationnel et que ça ne parte pas dans tous les sens. Merci. Toujours pas de questions? Non? Non? Ok. Merci beaucoup. On va donc passer à notre deuxième partie où là, il va falloir vous réveiller un petit peu. Je compte sur vous en tout cas. Nous, on a fait le job. Maintenant, ça va être à vous. On va le faire sous forme essayer de faire sous forme d'atelier participatif, donc de recueillir en fait votre avis, vos besoins. Ce qu'on va vous proposer, c'est de développer ensemble justement ce Data Lab, ce dispositif. En tout cas, vous allez pouvoir y contribuer. Notre objectif maintenant, pour nous, gestionnaires en fait, du dispositif, donc Enedis, Nantes Métropole, Atlampol, et puis j'espère d'autres structures si vous voulez rejoindre l'initiative. Nos objectifs, là, c'est de recueillir vos propositions, vos idées, vos besoins, vos commentaires, vos interrogations aussi autour de ce dispositif par rapport à ce qu'on vous a présenté tout de suite. Toutes les idées sont bonnes, il n'y a pas de modération à faire, il ne faut pas se censurer. Vous pouvez vraiment nous livrer, sous réserve bien sûr de ce que vous souhaitez nous livrer en fait, mais vous pouvez nous donner toutes vos idées, tous vos commentaires. On ne vous garantit pas aujourd'hui que toutes vos idées, en fait, même si elles sont super intéressantes, elles pourront être mises et déployées à court terme sur le Data Lab Énergie. Parce que pour arriver là, comme vous l'avez compris, là où on en est aujourd'hui, on a mis 2 ans, mais c'est déjà pas mal. Hein. Et puis, à la fin de cet atelier, si vous souhaitez vous impliquer en fait, vraiment de façon opérationnelle, justement pour rejoindre ce comité et ce pilotage de ce dispositif, ou si vous souhaitez nous proposer des projets à mettre en œuvre, ou si vous avez besoin d'accéder à certaines données, faut pas hésiter à nous laisser vos coordonnées, petite carte de visite, ça fera très bien l'affaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, c'est bon? Ok, cool. Je continue. Hop. Alors, on va vous distribuer des petits post-it, si David, tu peux m'aider à faire ça, ou tous les deux. Ouais, hop. Il y a des stylos aussi. Alors, première question, en fait, si vous avez... Ouais, je vous laisse ça. Tu en mets 2-3 par personne, pas plus. Alors, on va avoir 4 questions, en fait. La première, c'est imaginez un service que vous souhaiteriez développer ou expérimenter. Donc, soit quelque chose que vous avez déjà dans les cartons, vous êtes une entreprise, un gestionnaire de réseau, un institutionnel, pardon, acteur public. Vous avez un projet dans vos cartons, quelque chose à développer, à commercialiser à très court terme, mais vous avez besoin justement, par rapport à tout ce qu'on vous a dit, vous vous dites peut-être que le Data Lab, dans sa version actuelle ou dans sa version future, ça pourrait me rendre service. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est d'écrire en une phrase assez courte, justement cette idée, ce besoin de projet qui pourrait être, je dirais, accéléré avec le dispositif Data Lab. Pardon. Je vous laisse 2-3 minutes et puis après on se fait une petite restitution. Vous nous donnerez vos productions et puis on dira 2 mots. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Super, merci.
Si vous avez besoin de post-it ou de crayon, vous nous dites, vous faites signe. Hein. Juste, je complète. Hein. L'idée, c'est bien de se dire, voilà à date ce qu'on a fait en termes de données et puis en termes de services. Si vous voyez si vous avez des idées d'extension, de choses qui pourraient soit s'insérer dans le dispositif actuel, soit le faire évoluer, c'est l'objet de la réflexion en fait. Pendant que vous réfléchissez, j'ai une question pour vous. Qui parmi vous exploite déjà des données énergie pour son service? Qui n'en exploite pas aujourd'hui et prévoit d'en exploiter demain? Qui n'a jamais prévu, qui prévoit jamais d'exploiter des données énergie? Ok, c'est possible, d'accord. Donc si vous avez des projets pour demain, c'est le moment de les mettre sur les petits papiers. On commence la restitution peut-être. Vous m'appelez, je viens vous voir, vous pouvez lire votre petit post-it et puis je récupère le post-it après. On commence par qui? Vous, monsieur? Pardon. Moi, j'ai noté identifier les différents usages, chauffage, eau chaude, éclairage, etc., à partir des relevés de consommation des signatures. Exactement, ouais, être en mesure. Voilà, vous nous dites, a priori, ça c'est plutôt du chauffage à cette heure-ci, et ça c'est plutôt de l'éclairage, etc., etc., pour qu'on puisse derrière exploiter la partie qui nous intéresse. Du compteur, et après on peut avoir toute une diversité d'équipements en aval qui peuvent être intéressants de comprendre pour, par exemple, faire de la maîtrise de la demande d'énergie, changer les comportements. Effectivement, c'est un enjeu essentiel. Alors, si vous voulez, vous pouvez dire qui vous êtes. Hein. Jonathan Chibal d'Acajoul, un BE en performance énergétique. Du coup, pour rebondir là-dessus, est-ce que vous savez s'il y a d'autres distributeurs d'énergie, typiquement GRDF, qui travaillent sur le même genre de choses, pour pouvoir, si on arrive à regarder les usages via les courbes de charge, que ce soit les courbes de charge conso gaz ou les courbes de charge conso elec, après, en les agrégeant, voir tel bâtiment pourrait être raccordé à un réseau de chaleur, par exemple, pour changer les usages, ou ce genre de choses. Pas de projet? Je crois que la plateforme est ouverte, hein, David. Hein. Il n'y aura pas que Enedis. Effectivement, je crois que tous les distributeurs d'énergie travaillent sur les mêmes sujets. Hein. Il n'y a rien qui est unique ici. Donc il y a des enjeux déjà au niveau open data. Il y a un projet qui a fait l'objet d'un peu de communication il y a quelques mois, un projet d'agence de la donnée qui permettrait à une entité unique au niveau national de communiquer de la donnée de consommation sur plusieurs fluides, donc notamment électricité et gaz. L'objectif, c'est effectivement à la fin qu'il y ait un minimum de plateformes pour faciliter encore une fois l'accès des fournisseurs de services à la donnée. On se dit que moins il y a plateforme, potentiellement plus ce sera simple de développer des services, moins il y aura de formats de données, moins il y aura de développement spécifique à faire. Donc clairement, tous les distributeurs sont sur les mêmes sujets. Un complément sur GRDF, à moins qu'il y ait quelqu'un dans la salle, auquel cas il sera peut-être plus à même de pouvoir compléter ma réponse. Ou alors vous le commencez tout de suite? Non.
sur GRDF, le compteur lui-même ne va pas mesurer avec la même maille temporelle en fait aussi la chose. Donc ça c'est un point quand on parle de courbe de charge sur l'électricité, Linky le permet dans une certaine mesure. Et sur le compteur gaz à venir qu'on accompagne d'ailleurs sur le territoire, Gaspard, ça sera un relevé quotidien. Donc on n'est pas sur le même le même rythme de la même période dans la mesure en fait. Mais je laisse peut-être la personne de GRDF compléter, quelqu'un. Et après la question de la mise en place d'une plateforme, là il se trouve qu'Enedis outille Nantes Métropole dans un besoin qu'on a exprimé de pouvoir exposer nos données, qui est peut-être d'ailleurs pas le moyen qui sera celui qu'on utilisera à long terme. La question pour un acteur public comme Nantes Métropole d'exposer des données va forcément émerger. À nous de recueillir les données auprès des distributeurs vers lesquels on a nécessairement un droit d'accès aux informations et de les réexposer. Après, vous comprenez qu'aujourd'hui, le Data Lab s'appelle Énergie, on l'a travaillé plutôt sur l'angle électricité. Ça peut effectivement prendre une autre tournure dès lors qu'on imagine pouvoir exposer avec notre propre outil également, notre métropole, le gaz, les réseaux de chaleur, voilà, ce genre de choses. De gaz et données de consommation électrique. Et ça peut faire l'objet d'un service qui pourrait être fourni, si vous pouvez détailler peut-être un petit peu. En fait, on a une plateforme Open Data Soft, comme vous, et on récupère sur cette plateforme les données qui sont mises en ligne par Enedis ou GRDF, voire même RTE et GRT Gaz. On les compile, on les croise, et ça permet de dire, du coup, sur certaines mailles, selon ce qu'on peut avoir, ça permet de dire telle commune consomme beaucoup plus de gaz que d'élec pour identifier les leviers les plus importants sur lesquels ils vont pouvoir travailler pour faire des économies en priorité, par exemple. Complètement. C'est que des données open data parce qu'on n'a pas accès aux données plus fines, sauf si on a des contrats ou des partenariats. Donc on se base uniquement, typiquement, les jeux de données qu'on peut avoir sur les consommations par Mailleris qu'il y a sur votre plateforme. Exactement, et ça permet d'avoir des données plus fines. Ça nous permettrait d'avoir des données plus fines et de recouper avec ce qu'on peut déjà trouver en open data. Tout à fait. Je vais rebondir parce qu'on est juste à côté, on a la Carène, donc une institution plutôt, et je voulais savoir, moi, pour rebondir, est-ce que vous allez agrandir le périmètre sur d'autres territoires de cette expérimentation ? Mais si vous voulez rejoindre l'initiative rapidement, il n'y a pas de souci, je pense. Hein. Notre objectif, après, c'est vraiment de rendre accès encadré à ces données pour développer de l'innovation. Donc, effectivement, oui, c'est assez ouvert. Karen. Ouais. En plus, c'est des voisins. Enfin, Nantes-Saint-Nazaire, Nantes-Tech, tout le monde est ensemble. Enfin, ça ferait sens, effectivement. Vous avez un projet ? Ah bah, je vous donne pas la parole. C'est une observation complémentaire. Du coup, il y a une plateforme Open Data tripartite qui rassemble Nantes Métropole, le CG44, le CD44 et du coup la région des Pays de la Loire. Et effectivement, il y a peut-être effectivement une synergie à trouver parce que notamment avec la loi Macron qui vient de passer où toutes les communes de plus de 3500 habitants vont devoir ouvrir leurs données, on va effectivement essayer d'initier une dynamique plus commune sur l'ensemble des communes du territoire à chacun à notre niveau. Et donc peut-être qu'effectivement il y a des actions communes à faire pour, sur les données d'énergie, se présenter ensemble devant les collectivités pour qu'elles aussi viennent déverser leurs données d'énergie avec les vôtres peut-être. Effectivement, ça peut être un axe de synergie commun. Après, effectivement, nous, comme vous l'avez bien compris, on n'est pas open data, donc il faut vraiment qu'on trouve cette complémentarité et vraiment la valeur ajoutée en fait
du dispositif, c'est pouvoir faire comme si c'était de l'open data pour les entreprises ou pour les tiers, mais ça n'en est pas, mais avoir accès quasi de la même manière en fait, à ces données, pourvu qu'il y ait eu un consentement en fait, du propriétaire des données ou de ceux qui exploitent. Voilà. Tout à fait, si on veut effectivement les croiser. Est-ce que, je me tourne vers vous, on n'a qu'un post-it pour l'instant, j'aimerais bien en avoir plusieurs, au moins un petit nuage de 4-5, ça serait super. Ah, il y en a un ici. Non, mais il n'y a pas de mauvaises idées en fait. Tenez, je ne sais pas si vous le gardez. Donc Roland Donat, société EdgeMind. Alors nous, dans notre société, on a l'habitude de travailler on fait de la data science, et en particulier on fait de l'analyse prévisionnelle dans le domaine de l'énergie, et en particulier dans le domaine de l'analyse des risques. Et donc du coup, je voulais rebondir un petit peu sur les équipements d'éclairage public en disant qu'on pourrait par exemple faire de la maintenance prévisionnelle sur ces équipements, étant donné qu'on a des données en continu qui viennent justement des courbes de charge qui permettent de donner une signature en gros du fonctionnement de l'appareil. Nous savons qu'on a une expérience sur le fait d'exploiter ce type de données temps réel pour pouvoir prédire, par exemple, le moment où l'appareil va tomber en panne et justement pouvoir anticiper la défaillance et anticiper la maintenance et garantir une meilleure disponibilité. Donc c'est un sujet qui est assez classique. Et voilà, donc je ne sais pas si vous aviez déjà pensé à ce type de sujet ou ce type d'action. On n'a pas de projet là-dessus à date, donc ça peut clairement nous intéresser. Là, c'est intéressant parce que effectivement, sur des données de consommation de l'éclairage public où derrière il y a une machine ou un fonctionnement relativement identifié et simple, donc là c'est l'éclairage public, c'est le MAS, c'est relativement simple. Est-ce que vous êtes capable aussi d'avoir ce type d'usage pour un bâtiment où il y a beaucoup d'usages derrière? Il peut y avoir une chaufferie, il peut y avoir de l'éclairage, etc. D'accord. Donc on rejoint un petit peu ce qu'on avait dit tout à l'heure, sur la possibilité d'identifier des sous-postes de consommation derrière un compteur connecté. Oui, bien sûr. Ça a tout à fait. Enfin, si je peux compléter sur la question, la direction métier chez nous suit la question éclairage public. C'est typiquement le genre d'application sur la base de l'exploitation des données énergétiques que l'on recherche. Alors là, ça concerne spécifiquement l'éclairage public, mais sur un flux de données qui, si ça correspond à à l'enquête que vous pouvez mener, les traces de consommation énergétique sont les données que vous pouvez exploiter. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre contact pour pouvoir voir dans quelle mesure c'est utile à votre développement de solutions et comment vous avez ou pas besoin d'un accompagnement d'une direction métier comme la nôtre pour mettre à disposition d'autres données, on imagine de caractérisation de matériel, de classe, ce genre de choses. C'est des choses à faire. Alors, dans le premier canal, c'est du côté d'Atlantol. Et puis après, si la chose prend forme, il y aura également un canal que l'on pourra exploiter, mais c'est la première étape d'Atlantol, c'est aussi le dispositif Nantes City Lab que l'on anime avec d'autres acteurs du territoire pour conduire de l'expérimentation à l'échelle 1 en mettant les équipements et le territoire de Nantes Métropole à disposition de développeurs de solutions innovantes. J'avais une question devant. J'ai entendu parler à plusieurs reprises d'étendre des expérimentations à un territoire qui soit plus grand que Nantes Métropole. Donc, pour ce faire, je rappelle aux personnes qui sont présentes ici qu'en fait, il y a un projet qui s'appelle SMILE, dans lequel il y a un sous-projet qui s'appelle PRIDE, qui est en fait le développement d'une plateforme multi-fluide, gaz-électricité, qui donnerait accès aux données GRDF, Enedis, RTE et d'autres, et qui couvre actuellement 4 territoires, 4 départements, 2 départements des Pays de la Loire, donc la Vendée,
la Loire-Atlantique, et dans la région Bretagne, l'île-et-Vilaine et Morbihan, ce qui permet une expérimentation avec aussi d'autres cas d'usage sur un territoire un peu plus grand. Et je précise pour terminer aussi que Nantes Métropole et Rennes Métropole font partie de ce projet-là. Et donc on est bien sûr en train de discuter pour voir comment interagir et, comme l'a dit quelqu'un, d'essayer au maximum d'avoir une interaction forte entre les différentes plateformes, puisque la multiplication des plateformes ne facilitera pas le développement de services. Pardon ? Oui, en fait, on est en train de réaliser un petit peu ce que vous faites actuellement, là, aujourd'hui. C'est-à-dire tout ce qui est cas d'usage, c'est déjà lancé avec les différents potentiels clients finaux. Donc ça, c'est lancé avec une finalisation des cas d'usage fin de cette année. Et en parallèle, un développement d'une méta-plateforme pour interconnecter toutes les autres plateformes. Merci pour la précision. Est-ce que vous souhaitez encore, certains d'entre vous, partager un post-it avec nous? Ouais. Oui, Grégoire Papillon, donc Willio Énergie, on est un développeur en fait de projets d'énergie renouvelable. Et en fait, la question elle est peut-être aussi un peu pour Nantes Métropole, parce que je ne connais pas trop après dessus, mais je sais qu'il y a eu un cadastre solaire de fait avec Insun We Trust. Et du coup, ma vision un peu production, c'est que ça c'est intéressant d'intégrer les deux ensemble, parce qu'on pourrait vite voir le potentiel qu'il y a d'installer une centrale photovoltaïque, en l'occurrence sur le toit, et le voir directement avec la partie consommation. Et de la même manière, mais là je maîtrise moins ce côté-là, mais on pourrait se poser la question, je ne sais pas s'il existe il y a eu des cartographies thermographiques, et on pourrait peut-être se poser la question aussi de comparer les données par rapport à l'analyse thermographique et peut-être déduire des défauts d'isolation ou je ne sais quoi. Là je maîtrise moins cette partie efficacité. La question que vous posez, c'est d'une certaine manière comment la métropole réexpose des informations qu'on est amené à développer avec, par exemple, Insun We Trust pour le cas du cadastre, la thermographie. Quelque part, on a conscience qu'on manipule un certain nombre de données extrêmement riches, et une partie de cette richesse réside par ailleurs dans leur traitement, dans leur croisement. Aujourd'hui, la plateforme, c'est vrai que telle qu'elle est destinée, elle est orientée vers les producteurs de services qui pourraient peut-être développer des solutions qui consistent à croiser ces informations-là. La limite à cela aujourd'hui, c'est qu'on expose des données qui sont uniquement les consommations d'électricité d'équipement de Nantes Métropole dans un nombre limité. On n'y expose pas via cette plateforme des données produites par Nantes Métropole. En l'occurrence, c'est des données produites par Enedis et via un outillage d'Enedis. La finalité de cette plateforme, on va dire, elle a quelque part, on peut estimer qu'elle a une mort programmée dans le temps, dans le sens où peut-être à terme, voilà, c'est une expérimentation sur l'échelle de temps qui est la nôtre actuellement à court terme. À plus long terme, il faut imaginer qu'une plateforme de données de la métropole à disposition de tiers voulant ou pas développer des services, donc du coup en closed data ou en open data, permettant d'exposer les données de thermographie, les données du cadastre solaire ou les données de consommation électrique de nos points de livraison, voire des agrégats suffisamment anonymisés du territoire, ça devrait, je pense, voir le jour dans un horizon temporel que je maîtrise beaucoup moins, considérant le foisonnement de données qui arrive aujourd'hui, qu'il s'agit de pouvoir intégrer dans nos systèmes d'information, et ensuite la question de la structuration même de nos systèmes d'information pour pouvoir réexposer selon des conditions qu'il s'agit encore de voir définies du côté de Nantes Métropole, mais voire des régulateurs et des législateurs sur ces questions-là, en fait. Et vous avez quand même un projet là-dessus, des choses dans les... Non, c'était plus une réflexion générale. Ok, merci beaucoup. Tenez. Franck Gaspard, de Réal des Pays de la Loire. Alors justement, je réagis par rapport à ce qui se disait. Moi, je m'étais, comme j'ai fait un petit post-it sur favoriser la production d'énergie par les particuliers ou des groupes de particuliers. Donc on a de la géolocalisation, on a de la consommation d'énergie et en fait déduire des besoins, les possibilités d'équipement. Je réagis aussi au fait que on parlait tout à l'heure de l'initiative de Nantes Métropole de faire un récapitulatif des toitures et de l'orientation au sud pour voir si ce ne serait pas équipable par des capteurs solaires. Voilà.
Donc là, effectivement, j'entends que derrière, il y a Enedis, et donc c'est pas de l'énergie particulière, c'est bien de l'énergie produite par un acteur économique important. Donc là, ça s'adresse plutôt à Nantes Métropole. L'énergie produite par des particuliers ou des groupes de particuliers ou des associations, et puis un opérateur national, comment vous avez... En l'occurrence, Enedis, c'est à l'image de canalisation, on va dire, de tuyaux. Enedis n'est que le gestionnaire de ces tuyaux. N'est que, enfin, ça n'a rien de réducteur de dire que c'est déjà beaucoup. Mais qui après fait transiter du flux dedans, ce sont non pas des distributeurs, mais des producteurs ou des fournisseurs d'électricité. Donc Enedis en tant que tel n'est pas un producteur d'électricité. Il agit de manière neutre. Alors peut-être que là je présente d'ailleurs la chose à la place de David ou de Vincent, mais donc du coup je ne sais pas si ça répond peut-être ça offre une précision peut-être au contexte dans lequel ce genre de projet peut prendre place. Sur la partie comment faire émerger des projets citoyens, de ce que j'ai noté, collectifs, et de trouver leur intégration la plus favorable, opportune sur le réseau électrique, c'est clairement l'un des enjeux de demain pour les énergies renouvelables et en particulier l'émergence de sources décentralisées. Le modèle français évolue avec l'intégration à la fois d'unités de production centralisées et décentralisées. Quelque part, moi, votre question, je la rejoins à celle de l'émergence de l'autoconsommation collective, en fait, aussi. Faire en sorte que des producteurs d'énergie, par exemple photovoltaïque, puissent rencontrer des consommateurs d'électricité et éviter d'avoir à transiter trop sur le réseau pour permettre finalement des boucles locales de l'énergie et en particulier d'électricité. Ça, c'est un niveau d'information que l'on ne produit pas, en fait, en tout cas, on ne produit pas l'information qui permettrait l'émergence de ce type de solution. C'est quelque chose qui mérite d'être totalement étudié au motif que aujourd'hui, je suis producteur collectif ou non d'une installation photovoltaïque, producteur donc du coup d'électricité. Et si je veux rencontrer des consommateurs intéressés par cette démarche-là, je suis obligé, mais quelque part tant mieux, de me tourner vers Enedis. Je dis tant mieux, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ça suppose de connaître la structure du réseau électrique et c'est une information extrêmement sensible. Alors je ne dis pas que le niveau d'information fourni aujourd'hui doit perdurer de cette façon-là, en fait, faire en sorte que ce soit qu'Enedis qui puisse dire ou vous renseigner sur la façon dont vous pouvez rencontrer utilement des consommateurs intéressés. Il faudrait peut-être trouver les moyens qui font qu'il y ait les conditions favorables qui permettent l'émergence de se faire rencontrer entre producteurs et consommateurs, ou de savoir, vous, en tant que producteur peut-être uniquement, où est-ce qu'il y a matière à peut-être produire une électricité sans avoir à trop investir sur le réseau dans les questions de renforcement, parce que c'est peut-être pas le secteur le plus opportun pour injecter une énergie électrique. Donc effectivement, pouvoir fournir cette information, à mon sens, ça relève vraiment du service public de demain, en fait, à voir comment il se développe. C'est clairement pas encore dans les prochains développemts immédiats sur, à mon avis, l'année à venir, côté en tout cas de Nantais. Après, des questions de cette nature-là vont forcément émerger quand des dispositifs ou les décrets promeuvent l'autoconsommation collective, les dispositifs de flexibilité. Ça suppose de fournir une information sur l'état du réseau et la façon dont tout ça peut trouver place, en fait, de manière intelligente. Alors, une petite précision tout à l'heure. Donc, effectivement, Vincent le rappelait, donc Enedis, c'est le distributeur d'électricité. Donc, on est chargé d'acheminer l'électricité, peu importe d'où vient l'électron qui circule. Donc, l'électron peut venir d'une source d'énergie renouvelable, non renouvelable ou autre. Et donc, l'ensemble de l'électricité dont le flux est mesuré par les compteurs peut provenir de n'importe quelle source. Donc, on mesure tous les flux. Par contre, effectivement, ce que vous dites, c'est que
pour le traitement de ces données, il y a clairement un enjeu à le croiser avec d'autres sources de données qui pourraient être, au-delà de la consommation, peut-être la nature du contrat qui a été souscrit par l'utilisateur et le type d'énergie qui a été créé, qui peut être d'ailleurs de l'électricité produite localement ou pas. Donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir avoir également une autre source d'information sur la nature, l'origine de cette électricité et de pouvoir le croiser avec la donnée de consommation électrique. Merci à tous les deux pour ces précisions. Le temps passe assez vite. Je fais une petite parenthèse. On avait 2 autres questions en fait qu'on souhaitait vous soumettre. Vous avez commencé à y répondre en partie. Deuxième, quelles seraient les données nécessaires pour expérimenter ce service, ce projet? Donc là, il y a pas mal d'idées qui émergent. La dernière question qu'on n'a pas abordée et que vous pouvez avoir en réflexion tout de suite, concernant l'accessibilité à ces données via la plateforme, via cette plateforme ou une future version de cette plateforme, quels seraient vos besoins d'accompagnement en fait, besoins techniques pour comprendre les données ou tout autre en fait, hein, pour mettre en place votre projet, pour rechercher des partenaires, enfin voilà, c'est assez large. 2 questions voilà, sur lesquelles vous pouvez bien sûr réfléchir et je reprends le fil que j'ai interrompu. Alors si vous avez des projets ou des choses à partager, on continue. J'aurais pas dû faire la parenthèse. Alors je vais circuler dans les rangs, je le fais comme un petit peu prof-élève. Vous avez des choses à nous... Juliette Angelard de la DREL des Pays de la Loire, mais j'ai un point de vue plutôt d'institutionnel plutôt que de porteur de projet. On a tourné un peu autour du pot. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui Nantes Métropole de diffuser ces données en open data? Ça pourrait être intéressant pour un tas de raisons qu'on a évoquées. Et ça répondait à la deuxième question qu'on a zappée, mais pourquoi on n'a pas un lot de données sur la production ENR de Nantes Métropole dans ce jeu-là? Est-ce que c'est une technique ou... Est-ce qu'il y a du juridique en fait qui empêche de faire ça ou... Alors, sur la partie relayer en open data nos données de consommation des équipements Nantes Métropole, ça suppose de réinterroger le principe qui prévaut pour tous en fait. Ce qu'on a identifié, c'est qu'on a certains points de livraison qui sont extrêmement sensibles, des points de livraison d'électricité derrière lesquels on va trouver en fait des process de potabilisation par exemple de l'eau, sur lesquels il y a une forme de sensibilité à communiquer sur, en tout cas à mettre en open data ces données-là en fait. Pour des raisons de sécurité, d'alimentation en un bien absolument nécessaire. Donc voilà, il y a cette question-là qui est posée, donc qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas mis dans le scope, dans le périmètre, on va dire, d'ouverture, en tout cas, je dis d'ouverture, je devrais dire d'ouverture en close data, donc c'est pas très heureux, en semi-ouverture, on va dire ça comme ça, en tout cas ouverture sous condition. On n'a pas mis un principe qui vaut sur tous les points de livraison. Après, sur les autres points de livraison où ne se pose pas cette question-là, par exemple les bâtiments, l'éclairage public, on y réfléchit effectivement. On n'a pas encore passé le cap. Ça fait partie de la réflexion actuelle sur les jeux de données que l'on doit ouvrir. Alors, pour dire les choses également franchement, c'est que ça suppose, nous, d'avoir une meilleure connaissance que l'on l'a de l'ensemble de nos points de consommation. Parce que derrière l'information sur le bâtiment, donner sa référence vis-à-vis du distributeur et du coup connaître les consommations électriques, c'est une chose. Pouvoir y adosser des informations sur finalement derrière un ensemble immobilier qui est par exemple de l'éducation, savoir qu'on y a derrière un gymnase, un restaurant scolaire, par ailleurs l'équipement en tant que tel, le lycée, l'école publique. C'est plus compliqué. Y adosser des mètres carrés derrière, également des usages particuliers, qualifier ces usages. C'est là où on se dit... on n'est pas encore tout à fait mûr pour pouvoir y adosser d'autres données. Alors derrière ça, c'est quelque part brider d'une certaine manière ceux qui cherchent à exploiter que les consommations électriques. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on réfléchit à la façon dont on pourrait très prochainement mettre en open data un échantillon, pas l'exhaustivité, vous l'avez compris, de consommation électrique, enfin de points de livraison. Et sur la production, c'est la même réflexion. Avec les conditions de sécurité que je n'ai pas encore forcément trop étudiées avec les directions métiers. Mais
Mais je pense que la question est également aussi posée, et ça, je pense à assez court terme, ça, c'est le sens de l'histoire en tout cas. Merci pour cette réponse. Sur la question 2, je m'interrogeais, est-ce que vous avez des besoins particuliers? Alors aujourd'hui, on a notre métropole, mais si on allait plus loin, est-ce que vous auriez besoin d'avoir des données issues d'industriels? Alors quel type d'industriel? Est-ce que c'est de l'agro, de la construction? Enfin, ça pourrait être des choses comme ça. Des données de consommation, je ne sais pas, de centres commerciaux ou de lycées, d'écoles. Il y a certaines collectivités, comme le disait Vincent, en Centre-Val de Loire, ils vont mettre à disposition l'ensemble des consommations des lycées. Est-ce que ce type de données pourrait avoir un intérêt pour vous? J'aimerais bien vous entendre là-dessus, si vous avez une liste au Père Noël à nous transmettre pour qu'on puisse aller voir après ces acteurs industriels pour les sensibiliser. Enfin, c'est le moment, n'hésitez pas à nous partager votre liste. Bonjour, Geoffroy Gaborio, designer produit. Non, en fait, moi je m'interrogeais sur le fait de savoir s'il était possible de relever les données des salles de gym, de chaque équipement de gym, et savoir le taux d'électricité qui pourrait être généré dans des salles de gym, et après du coup transformer cette électricité et alimenter les quartiers. Enfin, si c'était possible, si quelqu'un s'était penché un peu là-dessus. Donc pas sur la consommation, mais une salle de gym qui produirait de l'électricité? Non? C'est ça, si j'ai bien compris? Quelqu'un veut répondre? Ou dans la salle, hein, peu importe. Ouais, là, je sais pas, du style le rameur qui produit l'électricité, c'est ça? Enfin, ou je sais pas, quelqu'un sur son vélo et qui... D'accord, ouais, alors ça, Joker. Disons que là où on sait faire, le compteur, il peut permettre, de mesurer ce qui est consommé. Donc les appareils électriques qui sont relayés au réseau et qui consomment de l'énergie, on peut mesurer. Ce qui est éventuellement produit aussi via un compteur connecté. Maintenant, ce qui est produit et qui n'est pas relié au réseau, donc de l'énergie perdue avec un outil de sport par exemple, on ne le mesure pas. Mais après, ça devient un enjeu plutôt de production d'énergie. Et à partir du moment où on le relie au réseau, là, ça peut être intéressant d'aller mesurer la consommation produite et d'y adjoindre des problématiques de consommation locale de l'électricité, voire d'un marché local de l'électricité, pourquoi pas. L'entreprise Qualitaire sur Nantes, là, qui est à la Chantrerie, avait fait un démonstrateur comme ça avec un vélo pour produire de l'énergie. Il mesurait justement cette production. Mais c'était vraiment au stade d'expérimentation, mais on peut garder ça en tête. Est-ce que... Ouais, ok, j'arrive. Oui, voilà, ouais. Bonjour, Alexandre Cubos à Enerdigit. Donc, je suis responsable SI chez Enerdigit. Nous, on travaille dans l'effacement. Donc, vous parliez tout à l'heure de tout ce qui était industriel. J'imagine bien qu'exposer les données des industriels directement, c'est un peu compliqué pour des raisons d'anonymisation. Par contre, est-ce qu'il serait possible d'imaginer la publication de données ou des jeux de données sur des secteurs d'activité, par exemple, où on permet quand même d'avoir une maille un peu plus grosse, mais pas assez petite pour deviner. Est-ce que ça serait un cas d'usage possible? Juste, je me permets, on ne publie pas en fait les données de l'industriel sans son consentement en fait. Donc, si vous voulez avoir, imaginons, je sais pas moi, un industriel sur lequel vous souhaitez avoir accès à ces données parce que vous savez qu'elles sont sur la plateforme. Sur un secteur d'activité. Et vous pensez à quel secteur par exemple? Ok. Mais ça peut être exploré aujourd'hui en open data. Donc l'open data se peuple au fur et à mesure. On a aujourd'hui disponible les données de consommation et de production à maille iris, ce qui commence déjà à devenir un maillage relativement fin. À l'échelle par exemple de la métropole, c'est un quartier d'environ 2000 habitants. Et pour ces données de consommation et de production, on fournit une différenciation en fonction du secteur d'activité. Donc aujourd'hui, déjà en open data, on a une différenciation par secteur d'activité à maille iris.
fait, ce qu'on nous avait remonté, en fait, les startups ou les entreprises qui avaient besoin de ces données, c'était justement grâce à ce dispositif, c'était de pouvoir descendre en dessous de la maille iris, en fait. Donc être vraiment très fin sur justement l'accessibilité aux données. Ouais, quand on a lancé le projet, c'était de descendre en dessous de la maille iris, d'aller à des données de consommateurs, enfin de Nantes Métropole, voire éventuellement d'autres gestionnaires de parcs, d'entreprises et autres. Et surtout de simplifier l'accès aux données au sens, je suis une start-up, si je dois aller contacter 10 000 entreprises, moi-même petit, pour commencer à bosser, c'est compliqué. Hein, je rappelle, hein, la plus-value du Data Lab par rapport aux autres dispositifs, c'est qu'on a mis autour de la table déjà Nantes Métropole, peut-être d'autres acteurs si vous nous le dites. Donc la démarche d'aller chercher entre guillemets, le client, elle est en partie faite. Voilà. Et donc les données sont dans un lab, enfin un data lab, pour que vous puissiez facilement y traiter. Donc la question c'est, là on a mis les données de bâtiments publics, d'éclairage public, sur d'autres territoires de lycées, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui seraient intéressantes, qu'on mette peut-être d'autres acteurs dans la boucle, peut-être même au-delà de la métropole, hein, il y a des entreprises, il y a... Je vous invite à consulter les décrets et arrêtés parus en avril 2016, où les informations commercialement sensibles ont beaucoup évolué, notamment sur les questions d'accès à des informations de consommation électrique et gaz d'industriels qui ne figurent plus dans les informations commercialement sensibles. Donc, et préparez-vous également à 2019, où en open data figureront des données de consommation au point adresse, dès lors que cette adresse agrège plus de 11 points de livraison ou fait en sorte que la consommation annuelle est supérieure à 200 MWh. Donc ça, ce sont des données accessibles en open data en 2019. Avec Datalab, vous les aurez tous les jours, en fait. Ce sera super. Il y avait ici. Un autre acteur qui pourrait être intéressant dans ce dispositif, ça serait les bailleurs sociaux qu'il peut y avoir sur Nantes Métropole, pour notamment tout ce qui est bâtiment HLM, et aller regarder des questions de précarité énergétique. Si vous pouvez avoir exactement la même chose, hein, des courbes de charge ou des consommations par jour sur un bâtiment où on sait que dedans c'est uniquement du logement social, on va pouvoir aller voir via des ratios ou ce genre de choses pour explorer des questions de précarité énergétique ou ce genre de choses. C'est une idée comme ça. Nous, en tout cas, on essaye de regarder ce genre de choses aussi. Ok, super, pourquoi pas, effectivement. Est-ce que quelqu'un a un autre souhait à nous partager ou autre chose? Il nous reste 5 minutes. Non, personne? Messieurs, petit mot de conclusion? Vous souhaitez ajouter quelque chose? Ce qui est important de comprendre, à mon sens, et de retenir, c'est que on voit qu'il y a toute une batterie de données qui sont disponibles suivant différents moyens. On ne dit pas ici que l'open data, c'est mieux ou moins bien que le closed data. Ce qui est clair, c'est que sur l'ensemble de spectre des données, on a d'un côté des données qui sont peu précises, mais qui ont le bénéfice d'être très facilement accessibles pour tout le monde. Et à l'autre spectre, on a des données closed data au niveau du point de livraison qui sont extrêmement précises, donc des courbes de charge avec 2 points par heure, mais qui, elles, par contre, sont beaucoup plus difficiles à atteindre, puisqu'il faut avoir l'autorisation, le consentement de celui qui consomme ou produit de l'énergie. Donc ça veut dire qu'il faut à un moment donné se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on donne en échange de l'information, quel service on met à disposition. Et entre les deux, il y a toute une batterie de données qui sont un petit peu à cheval entre les deux. Probablement que la frontière entre open data et closed data va évoluer d'un point de vue législatif. Et tout l'intérêt, c'est d'avoir bien conscience de l'ensemble des différents jeux de données qui sont disponibles et de leur nature, et de se comprendre comment aller les chercher pour après produire des services. Avec la plateforme ici, Data Lab, on a souhaité aller expérimenter quelque chose qui a été peu expérimenté jusque-là, qui est comment aller produire du service sur de la donnée ultra précise au niveau du point de livraison
en échange d'un service que l'on va fournir. Et on pense que cette donnée-là, elle a une valeur qui est extrêmement importante parce qu'elle est très précise et qui nécessite d'aller imaginer des services innovants. Donc, si vous avez des idées de services, de production de services innovants sur la base de ces données, venez nous voir. On cherche, nous justement, des applications et on est complètement disposé à nouer des partenariats sur le sujet. Merci beaucoup, David. Alors pour cela, si vous le souhaitez poursuivre, vous pouvez, on le fait à l'ancienne, mettre votre petite carte de visite dans la boîte, là, ça serait super. Je la pose ici. Et puis, je vous laisse mes coordonnées. Si vous souhaitez suivre l'actu en fait, de la plateforme, partagez vos idées, vos besoins, vos projets. Je suis le point d'entrée. Si vous connaissez David ou Vincent, n'hésitez pas aussi à les contacter. En tout cas, merci beaucoup de votre participation. J'espère que vous avez appris plein de choses, vous avez passé un moment agréable avec nous. Et puis, n'hésitez pas non plus à en parler autour de vous. Si vous rencontrez des industriels qui se posent ces questions-là, n'hésitez pas à à transmettre aussi nos coordonnées. Et si vous voyez aussi des entreprises qui ont besoin de données pour expérimenter des services ou mettre en place des projets, il faut leur dire aussi. Voilà. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne après-midi. Au revoir.